Колосочек мой. Ой, осталось 9 дён. Еще не скоро. Степан придет, что будем делать? Небось, бросишь меня. Voilà, Svetlana Побоись. Donc, elle a beaucoup évolué dans l'édition, puisqu'elle y a même fait toute sa vie professionnelle. Et enfin, elle se jette à l'eau du métier de traductrice et d'éditrice. Voilà, elle passe de l'autre côté comme écrivain. Et on peut dire que c'est une révélation. D'ailleurs, le salon littéraire a parlé de début fulgurant. Effectivement, je crois que nous ne sommes pas en face d'un auteur, mais de la naissance d'un écrivain. Et je fais la différence entre auteur et écrivain. Voilà, tout le monde écrit des livres, mais les écrivains, il n'y en a pas beaucoup. Et 1 heure avant la vie, c'est un livre qui sonne vrai. Alors, on peut dire que c'était une nécessité, n'est-ce pas? Merci Ghislaine pour cette introduction. Oui, j'imagine que c'était une sorte de nécessité puisque je n'ai pas prévu de l'écrire 5 minutes avant d'avoir commencé. J'ai écrit une nouvelle, puis 2, et puis elles sont devenues des chapitres d'un roman. Et je dois dire que je suis particulièrement heureuse d'être dans cette librairie ce soir, parce que je la connais depuis 30 ans. Et en fait, à une époque, vers 99-2000, je voulais ouvrir une librairie. Et j'étais très amie avec les anciennes propriétaires de la librairie Tropique qui m'ont gentiment acceptée comme stagiaire. Et donc j'ai passé 2 ou 3 mois, je ne me souviens plus, ici à travailler comme apprenti libraire. Et malheureusement, mon projet de librairie est tombé à l'eau, mais je suis restée dans l'édition, j'ai fait autre chose, j'ai été agent littéraire, éditrice, je le suis encore. Et donc, voilà mon premier roman. Donc, je voulais remercier la librairie Tropique qui est toujours aussi belle, toujours aussi riche et toujours aussi agréable. C'est un endroit vraiment spécial pour moi. Donc, Rilke disait qu'une œuvre d'art est bonne quand elle vient de la nécessité. Donc, il y avait vraiment cette nécessité d'écrire. Chez vous, je crois que ça se ressent. C'était un besoin d'aller vers les autres. On écrit pour être lu quand même. Oui, en fait, au départ, je l'ai fait surtout en mémoire de mon père. Et en l'écrivant, je ne me posais pas vraiment pendant un bon moment la question de la publication, parce que je n'étais pas sûre en fait d'écrire un roman. Et puis oui, je pense que quand j'étais à peu près à la moitié et que j'ai eu quelques échos favorables de mes premiers lecteurs, amis éditeurs et écrivains, je me suis dit oui, il faut vraiment que je le termine. Et à partir de là, bien sûr, quand on termine un roman, on a envie qu'il soit publié, qu'il soit lu. Alors, vous maîtrisez donc plusieurs langues puisque c'est votre métier. Et est-ce que vous diriez que la langue française est une terre d'accueil pour vous ? En fait, j'ai commencé à écrire en français avant même de venir en France. Et je pense que... Enfin, je n'écrivais pas de la fiction, j'écrivais un journal intime comme beaucoup d'adolescents le font. J'apprenais le français au début toute seule, parce que je suis tombée amoureuse de Paris avant de l'avoir vu de mes propres yeux, en lisant Paris est une fête d'Ernest Hemingway. Curieusement, alors que j'apprenais l'anglais à l'école, c'est le français que j'ai eu envie d'apprendre. Et puis,
un jour, plus tard, j'ai lu cette phrase d'Albert Camus, ma patrie, c'est la langue française. Et c'est quelque chose qui a vraiment résonné avec moi. Même si je ne suis française que d'adoption, la langue française est certainement quelque chose qui fait partie de moi. Alors ce livre, c'est un voyage intérieur et extérieur. Et il y a aussi beaucoup, je dirais, de déracinement quelque part. Est-ce que vous pouvez développer cette notion de déracinement à la fois géographique et affectif aussi, on peut dire? Oui, le déracinement géographique, c'est facile. Puisque c'est une histoire qui commence dans quel pays? C'est une histoire qui commence dans un pays d'Asie centrale. C'est mystérieux, voilà, c'est mystérieux. Est-ce que c'est par pudeur, ce mystère, d'ailleurs? Non, je pense que... Non, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance, parce que je pense aussi que quand on est enfant, le personnage du roman au début, ou même adolescent, on ne se pose pas vraiment la question du pays. On a la famille, on a le cercle familial et plus tard le cercle d'amis et nos racines, enfin de mon point de vue en tout cas, c'est cela plus que l'environnement géographique. Et le personnage du roman, qui est dans sa première partie, est en effet largement autobiographique. Ça le devient de moins en moins, à fur et à mesure que cela avance. Donc elle, ou Luciole, comme ses amis et sa famille l'appellent, elle fait sa première expérience de déracinement quand ses parents décident de déménager pour les raisons qui leur sont propres. Et elle le subit. Elle aime l'endroit où ils vivent, même si c'est un endroit pas forcément très accueillant. C'est une nature très rude, avec des étés très chauds et des hivers très froids, mais c'est son lieu de naissance, elle l'aime, elle a beaucoup d'attaches. Et donc, ce premier déracinement, ce sont aussi des pertes. Elle perd ses amis, elle perd son chien, ce qui est important pour l'adolescente qu'elle est. Elle perd en fait l'environnement qu'elle aime, malgré le fait que certains le trouveraient extrêmement peu accueillant. Et là, donc, c'est un déracinement perte qui est un effet difficile à vivre. Son deuxième déracinement est choisi. Elle atteint son but, elle veut aller à Paris, elle veut vivre à Paris, elle y parvient, et en fait c'est une joie, la joie de l'accomplissement, de la réalisation d'un rêve, et la joie de se retrouver dans un endroit qui est en fait presque au-delà de ses espérances. Le déracinement émotionnel, c'est autre chose. Et là, je pense que tout le monde le vit à un moment donné. Ce n'est pas particulier à ce personnage. Avec les deuils, avec les séparations, avec toutes les choses de la vie qui font qu'on perd définitivement quelque chose. On sent aussi l'importance primordiale de la littérature dans votre vie. Il y a eu des livres qui, comme des jalons comme ça, ont ponctué votre existence, qui vous ont accompagné, qui encore aujourd'hui continuent de vous sauver, de vous inspirer. Et donc, on voit notamment l'importance du personnage de Pétchorine, puisqu'au début, il y a une réflexion de votre maman, je crois, qui dit que vous vouliez devenir Pétchorine.
Alors, parlez-nous de Péchorine. Qui est Péchorine et pourquoi c'est... Alors, c'est un roman culte réellement en Russie, le roman Un héros de notre temps de Mikhail Lermontov. C'est un roman qui est de plus en plus connu en fait en France et ailleurs aussi. J'ai vu qu'il a fait objet de nouvelles traductions récemment, aussi bien en français qu'en anglais. Et c'est un roman assez fascinant. Il a d'ailleurs fasciné des auteurs très différents, de Joyce à Nabokov. Nabokov qui l'a beaucoup critiqué, mais l'a néanmoins traduit en anglais et traduit brillamment. C'est un personnage qui n'est pas un gentil. C'est un homme d'une petite trentaine d'années qui est aristocrate, qui est dans l'armée russe. Donc cela se passe dans les années 1820, 1830. Il est comme beaucoup d'aristocrates de sa génération, est désenchanté pour cause d'événements politiques en Russie à cette période-là, notamment des révoltes organisées par une partie éclairée de l'aristocratie pour instaurer une sorte de justice sociale, une monarchie constitutionnelle pour abolir le servage qui existait encore à l'époque et pendant longtemps encore. C'est un personnage extrêmement charismatique, malgré le fait qu'il soit désenchanté, cynique, parfois misogyne ou en tout cas désinvolte dans ses relations avec les femmes. C'est un de ces personnages qu'on disait byronique, je pense. Je crois qu'il fascine plus que les personnages de Byron parce qu'il est plus complexe. Et en fait, on n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi il fascine, pourquoi pas mal d'ados tombent amoureuses de lui. Peut-être croyant que il pourrait apprivoiser l'homme insaisissable qu'il était, mais en tout cas c'est un personnage qui a fasciné pas mal de générations. Et puis il y a aussi cette histoire incroyable, la description d'un duel dans un des chapitres du roman entre Péchorine et un autre officier, où Péchorine le tue. Et en fait, Lermontov, l'auteur du roman, meurt presque dans les mêmes circonstances, quelques années à peine après avoir écrit ce livre. Et c'est vrai qu'il y a cette histoire assez incroyable de l'auteur qui en fait subit le sort que son personnage a failli subir. Je ne sais pas si c'est vraiment le bonheur qu'elle cherche, pour citer un poème de Lermontov, mais c'est plutôt, je dirais, une sorte d'accomplissement personnel qui procure ou ne procure pas le bonheur, c'est selon. En tout cas, ce n'est pas le bonheur tranquille. Non, bien sûr, mais c'est une révolution intime. Je veux dire, le bonheur, il faut décider de l'être, en fait.
Le bonheur, c'est un vaste sujet, bien sûr. Il y a beaucoup, oui. Je pense que c'est déjà pas mal quand on est satisfait de ce que l'on est et de ce que l'on fait. Oui, probablement. En tout cas, même sans parler de création d'art, etc., je pense, je peux me tromper, et c'est peut-être différent pour tout le monde, mais je pense que on ne commence réellement à vivre que lorsqu'on perd quelqu'un qui est essentiel dans notre vie et qu'on comprend qu'il est urgent de vivre, en fait. Oui. Est-ce que c'est la même chose que l'aspiration au bonheur? Je ne sais pas. Chacun a sa définition de bonheur et chacun a ses ingrédients. Mais je pense que c'est lorsqu'on prend conscience de la finitude, de sa mortalité, voilà, et qu'on comprend qu'on n'a pas de temps à perdre, qu'on commence réellement à vivre et peut-être dans certains cas créer. Je pense que c'est l'ambition de tout le monde qui prend la plume ou qui veut créer quelque chose. Oui, je pense qu'on espère toujours que cela nous survivra, qu'on laissera quelque chose. Que ce soit un tableau, un livre, bien sûr, un jardin. Absolument. Alors là, en fait, on est à Paris. Et pour la petite fille née donc dans les steppes d'Asie centrale que vous êtes, donc il y avait dans votre imaginaire Paris, Saint-Germain-des-Prés, c'était très très fort, où la révélation ça a été Paris est une fête d'Hemingway, c'est bien ça? Oui, c'était ça. Oui, c'était très fort. Alors je me suis demandé ce que une ado de 13 ans, 12-13 ans, je ne sais plus, a pu voir dans Paris est une fête pour tomber amoureuse de la ville. Mais il y a sans doute cette magie dans ces mémoires de Hemingway qui a déclenché quelque chose. Ni Luciole ni moi n'ont jamais été déçus, en fait. D'abord parce que ce n'est pas une autofiction. C'est un roman. Je n'ai jamais voulu écrire une autofiction. Non, bien sûr. Ce n'est pas un autoportrait. Bien sûr, c'est un personnage qui a beaucoup de ressemblances avec moi. Madame Bovary, c'est toujours moi. On ne sait pas s'il l'a dit vraiment, il a dit aussi son contraire. Mais en fait, ce qui est vrai, c'est que je m'identifiais à elle pendant que j'écrivais. Mais en ce moment, j'écris autre chose et je m'identifie au personnage du roman en cours qui est un Parisien de 40 ans. Donc, il y aura dans ce personnage beaucoup de moi aussi. Mais dans elle, de moins en moins, en fait, parce que cela s'arrête, la narration s'arrête à un moment donné de sa vie et ma vie continue et elle est ce qu'elle est, voilà, elle restera telle qu'elle est et moi j'espère que j'ai encore de beaux jours devant moi, donc j'espère en tout cas qu'il peut y avoir qu'il y a des profondeurs peut-être dans ce livre qui ne sont pas totalement évidentes à la première lecture, je ne sais pas, c'est au lecteur de le dire, et puis c'est vrai que chacun lit un livre différent. Mais la littérature, pour revenir à ce que vous disiez, oui, ça a toujours été une part extrêmement importante de ma vie, de ce que je suis. Je le dois à mes parents qui ont été de grands lecteurs. Et en fait, j'ai pas mal hésité, mais j'ai fait quelque chose d'un peu inhabituel dans ce livre. Chaque chapitre est précédé par
par une citation qui est tirée des lectures de Elle. Et pour moi, c'était une façon de rendre hommage en fait aux auteurs qui m'ont marqué, assez éclectique d'ailleurs, et aussi une façon de donner un éclairage particulier à chaque chapitre, à chaque épisode, à chaque fragment de sa vie. Oui, vous témoignez beaucoup de gratitude pour ceux grâce à qui vous êtes debout aussi, parce que les livres aident à vivre, on ne le dit pas assez. Je pense que c'est très important. Et alors, je voulais aussi vous poser une question plus, comment dire, un petit peu plus d'ordre pratique, en fait, puisque donc vous êtes dans la vie, on peut le dire, traductrice, agent littéraire, éditrice et tout. Ce milieu vous est très familier. Alors, est-il plus facile de défendre les livres des autres ou le sien? Parce que c'est... Oh, les livres des autres. Oui, voilà, c'est très difficile de défendre le sien, peut-être. Oui. Il y a beaucoup d'humilité chez vous en plus, je trouve. Et puis aussi, réellement, je pense qu'on se détache petit à petit, surtout si on commence à écrire autre chose, on plonge dans un autre univers. Et puis, le destin des livres, je pense que ce n'est pas... tellement la promotion qui fait que les livres restent ou pas. Je pense que si un livre est destiné à rester, bah voilà. Et puis s'il y a une part de chance et il y a une part de, enfin sans vouloir dire de grands mots, de destin quelque part. Mais certainement, il est plus difficile de parler du livre qu'on a écrit que des livres que j'ai pu vendre avec enthousiasme à la foire de Francfort. Le temps nous dira. Et alors, Svetlana Pironko, je voulais vous poser une question. Donc, est-ce que vous continuez à écrire? Est-ce qu'on pourra espérer un second livre de vous? Oui, je continue à écrire. Je suis à peu près à la moitié d'un second roman et malheureusement, je viens d'avoir une idée pour un troisième. Donc, mais enfin, oui, je vais terminer le second avant, enfin le deuxième avant de me mettre au suivant. Alors, mais oui. Je voulais aussi ajouter, parce que ça me paraît essentiel, ça peut donner de l'espoir à de jeunes écrivains, c'est que Svetlana Pironko, son livre était tellement exceptionnel, son manuscrit, qu'il a été accepté par un très bon éditeur littéraire. Les éditions Le Passeur, c'est pas n'importe quoi, tout le monde connaît à Paris, c'est vraiment une très très bonne petite maison, très littéraire. Et donc, il a été accepté 2 heures après avoir été envoyé par mail à l'éditeur, sans aucune recommandation. J'insiste, c'est un phénomène très rare, mais pour moi qui suis attachée de presse de beaucoup d'écrivains qui cherchent des éditeurs, ça prouve quand même qu'un conte de fées comme ça peut arriver quand le livre est exceptionnel, et c'est le cas ici. Je ne peux qu'espérer que la chance restera avec ce livre. Il a été accepté en 2 heures par un vrai éditeur de littérature. 3. Soyons honnêtes, 3. Voilà, mais c'est quand même rarissime, mais ça prouve que c'est possible quand le livre est de qualité, ce qui était le cas, donc la condition a été remplie. Peut-être qu'on peut finir par lire un extrait. Puisqu'on parlait de mon éditeur, je vais lire un extrait d'un chapitre qui est le préféré de Bernard Chevilla, je crois. Leur premier voyage à Venise, le lendemain de Noël. Soleil d'hiver et aqua alta. La place Saint-Marc est un miroir. Inlassablement, elle photographie la ville reflétée dans ses eaux amniotiques. Ils marchent au hasard, leurs pas les mènent toujours vers la lagune. Parfois, Grégoire s'arrête pour faire une aquarelle. Elle reste à ses côtés et le regarde peindre. Elle est tentée par l'aquarelle, si facile en apparence, mais elle se contente de photos. Grégoire en commence à peine une quand de grosses gouttes de pluie se mettent à canarder sa feuille. Une soudaine ondée. Elle se hâte d'ouvrir le parapluie, puis il dit «
Non, non, laisse. Son pinceau mélange habilement les pigments avec l'eau de pluie. Le miracle de jade qui est en train de naître devant ses yeux est une des plus belles choses qu'elle ait jamais vues. Le soleil revient, Grégoire termine l'aquarelle, elle s'émerveille devant elle, il est content, mais il la taquine. N'avais-tu pas dit que l'aquarelle était un art pour vieilles dames? Mais inculpa maestro, dit-elle en joignant les mains et en baissant la tête faussement contrite. Il relève son menton avec un doigt, la regarde dans les yeux. Il dit « Tes yeux sont de la même couleur que la lagune. » Elle la prend en photo. 3 jours, c'est trop court, surtout si elle les gaspille en souvenirs. Elle ne veut pas fractionner le temps en minutes et en heures. Elle voudrait qu'il s'écoule ininterrompu, indolent, comme l'eau du Grand Canal. Elle veut se laisser porter, déambuler dans ses quartiers favoris, se ressourcer. Elle pense en marchant que Venise est une ville où vieillir devrait être plus facile. Venise, c'est vieillir. Elle est comme une élégante femme âgée dont la beauté change, mais ne passe pas. Et puis un autre souvenir. Leur dernier voyage à Venise. Janvier, neige mouillée, aqua alta. Le ciel se fond dans les eaux de la lagune. Ils se sont promis une trêve. Venise se cache dans les brumes. Il fait si froid qu'il ne marche que d'un abri à l'autre, d'un musée à un café, d'une église à une boutique. Elle est dans une sorte de torpeur étrange, ni bien ni mal, entre deux eaux, pense-t-elle, sourire ironique. Grégoire semble heureux, il goûte le calme retrouvé. Les journées passent, tranquilles, semblables les unes aux autres. Le soir, elle se réfugie dans ses bras, dans son amour. Elle ne se sent plus coupable, juste triste. Ses nuits ne sont plus blanches, elles sont gris pâles. Un demi-sommeil traversé par des rêves, des regrets, des espoirs, toujours les mêmes. L'attente de quoi? Une hypothétique renaissance. La veille du départ, Venise leur offre enfin sa lumière limpide et sa sublime palette de couleurs. Grégoire sort ses aquarelles, elle le laisse s'installer et erre dans les rues avoisinantes en attendant qu'il termine et lui envoie un texto. Elle se retrouve dans une de ces impasses rameaux qui ne sont pas de vrais cul-de-sac. Elles aboutissent à des marches qui disparaissent sous l'eau versée-ladon d'un canal. Elles l'ont toujours fasciné. Où mènent-ils ces escaliers qui se dissolvent peu à peu dans un mystère opaque? Quelqu'un a-t-il jamais essayé de les descendre? Pourquoi pas elle? Une marche, romanesque. 2 marches, romantique à la petite semaine. 3 marches, la vie qu'elle mène ne la mène nulle part. 4, se mêle dans l'eau. Elle est plongée dans une tristesse si profonde qu'elle n'arrive plus à remonter à la surface. 5, l'eau jusqu'aux chevilles. Et d'ailleurs, pourquoi essayer? 6, le téléphone se met à sonner dans sa poche. Elle répond, docile. « Oui chérie, j'arrive. Je te retrouve dans 5 minutes. » Elle émerge des profondeurs troubles de sa tristesse, remonte les marches. Romantique à la petite semaine, en effet. Merci, bravo. Merci beaucoup. Merci vraiment d'être venu. Merci.